voilà, on vous propose de poursuivre avec la troisième partie. Donc, on peut se demander si certains couples ne vont pas bien parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle ou parce que la qualité de la relation n'est pas bonne, ils n'ont pas de relation sexuelle. En fait, tout est lié, les deux registres, corporel et relationnel, s'entretiennent mutuellement. Alors, on va parler dans cette troisième partie de la relation qui entretient le lien conjugal. Euh, Elle est en fait, entre autres, d'écoute et de communication. Une relation de qualité va participer à notre sentiment de satisfaction dans le couple et c'est aussi ça qui va donner un état d'esprit, une atmosphère qui va alimenter la vie du couple. Et finalement, voilà, c'est tout cela qui sera source de fécondité au sens large. Alors on le constate, chacun a sa vision du monde liée à son histoire, son tempérament, ses limites, chacun porte son sac à dos. Alors comment, avec nos différences, entretenir et prendre soin du lien conjugal? Eh bien, par la communication. En fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Si on prend deux personnes, qu'on les met dans une pièce, avec cette injonction, vous avez interdiction de communiquer, eh bien en fait, le simple fait de se tourner le dos, ou de fermer les yeux, ou de se regarder fixement dans les yeux sans rien dire, c'est déjà une façon de communiquer. On comprend donc avec cet exemple que la communication n'est pas uniquement liée à la parole, mais de bien d'autres paramètres que Stéphane va afficher, parce que voilà, la communication est faite d'un langage corporel, ce qu'on appelle en fait le non-verbal à 55%, donc l'apparence, la distance entre les deux personnes, l'attitude, les gestes, et puis les expressions faciales. Il y a aussi une part de paraverbal à 38% environ, donc le ton, les silences, et le verbal, lui, en fait, c'est-à-dire le sens des mots n'intervient que pour 7% dans la communication. Donc en fait, nos gestes, le ton de notre voix sont des révélateurs extrêmement puissants de nos émotions et de notre disposition de cœur, et de cela de façon consciente ou inconsciente. Alors, avoir conscience de l'importance du non-verbal, du paraverbal, et voilà, et de la parole, eh bien tout ça va nous aider à nous libérer de quelques idées reçues. On vous invite, par exemple, à sortir de l'illusion que la parole serait toute puissante. Le fait de parler ne va pas forcément simplifier tous les problèmes, et on l'a même vu d'ailleurs dans la première partie. En allant plus loin, on n'est pas obligé de tout se dire, parce que l'autre est un mystère, il reste un mystère et il restera un mystère. Donc discerner ce que l'on a à dire, ce que j'ai à dire, est-ce que ça va nous aider à faire grandir notre couple et est-ce que c'est tout simplement le bon moment? Une autre illusion, eh bien, ce serait de croire que plus on parle, plus on se connaît. Et en fait, il arrive que plus on se parle, moins on se comprend. Et dans ce cas-là, bien, la discussion peut tourner en boucle et puis on peut entendre, mais je te l'ai déjà dit 100 fois. Alors, il pourrait être bon de s'interroger sur ce que je dis à mon conjoint et ne pas croire que mon conjoint est toujours intéressé par ce que je vais dire. Alors, pour avoir une relation de qualité, on va commencer par écouter. La nature est bien faite et souvenez-vous qu'on a deux oreilles et une seule bouche, eh bien, c'est pour écouter 2 fois plus. Plus je suis écouté et pas seulement entendu, eh bien, plus je me sens compris. L'acceptation par l'écoutant, en reformulant, eh bien, va permettre à l'écouté de s'accepter lui-même et être ainsi en mesure de cheminer. Carl Rogers, qui est un psychologue qui a vraiment révolutionné l'écoute, dit « c'est dans la mesure où je m'accepte comme je suis que je deviens capable d'évoluer ». Et donc, c'est à chacun de nous vraiment de nous mettre dans une posture d'écoute qui va permettre à l'autre de s'accepter. C'est en fait une posture d'accueil inconditionnel. Ce matin, j'ai eu un appel d'une personne qui voulait avoir un rendez-vous de conseil conjugal. Elle me demande comment vous procédez. Alors, je dis où c'est, combien de temps ça dure, le tarif, que je m'adapte aux personnes, aux demandes, aux attentes des personnes, que je fais du sur-mesure.
Bon, et elle me demande comment vous procédez. Là, je vais un peu plus loin, je dis, bah, écoutez, je fais, je pratique une écoute chaste, une écoute qui permet à chacun d'être d'être éclairé dans sa conscience, d'accéder à sa conscience. Et, je lui dis, c'est un peu bizarre de dire ce mot-là. Elle me dit, non, non, c'est très bien, c'est tout à fait ça que je souhaite. Voilà, cette chasteté dont on a parlé dans la partie sur la relation sexuelle, sur la sexualité, eh bien, elle est aussi dans la relation finalement avec les autres, hein, avoir une chasteté pour laisser la liberté de l'autre, hein, en étant dans l'accompagnement et l'aide au discernement. Alors attention aussi par rapport à l'écoute à toutes ces techniques-là, hein. Mon conjoint n'est pas mon thérapeute. Mais par contre, c'est le lien conjugal qui va avoir des vertus thérapeutiques à travers, entre autres, une écoute de qualité. Alors, on vous propose maintenant quelques incontournables de l'écoute pour écouter en vérité. On vous invite d'ailleurs à relire l'exhortation apostolique Amoris Laetitia du pape François, et en particulier les chapitres 136 et suivants. D'ailleurs, le pape François a été extrêmement bien formé à l'écoute. C'est vraiment extrêmement instructif et édifiant, voilà, de relire ces paragraphes-là. Précieux. D'abord, avoir un réel désir d'écouter, c'est-à-dire être présent et disponible. Écouter une autre personne qui est différente de moi, eh bien, c'est une personne qui est à découvrir, et repenser à l'attitude physique, au geste, au regard, pour être finalement en harmonie avec ce désir d'écouter. Tout simplement, quand je rentre du travail, Edith, qui travaille sur l'ordinateur, par exemple, va choisir de se mettre debout et de venir vers moi dans une attitude d'écoute et de rencontre. C'est tout bête comme exemple, hein, ça peut sembler banal, mais en fait, c'est l'occasion de dire aussi combien les écrans ont un impact sur nos relations. Et en fait, on pose au quotidien des choix qui sont structurants, en définitive, pour notre vie de couple. Et quelles sont mes priorités? Avoir un réel désir d'écouter, mais aussi accueillir l'autre sans jugement, c'est-à-dire en l'acceptant tel qu'il est, dans toutes ses dimensions, ses potentialités. Souvenez-vous qu'il est un mystère et qu'il faut nécessiter de faire un pas de côté ou modérer le plexus. Accueillir sans se justifier, ne pas interpréter, ranger les conseils dans sa poche, essayer de laisser l'autre parler jusqu'au bout. Et ça, c'est déjà un grand pas dans l'écoute. Ce silence, lui, il est difficile à exercer en couple, parce que voilà, dans la vie de couple, eh bien, notre affectif est extrêmement investi, parce qu'on a choisi son conjoint, parce qu'on lui veut du bien et qu'il nous fait du bien. Donc, c'est effectivement une attitude qui est difficile. Écouter, c'est aussi se centrer sur la personne et non sur le problème. Et donc dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Se centrer sur le ressenti de la personne, sur la manière dont elle éprouve les choses et les événements, et puis enfin reformuler pour décoder ce qui est dit. C'est-à-dire que la reformulation va permettre de sentir plus profondément ce qui se vit et de synthétiser ce qui a été dit, de reformuler, et voilà, de voir les différentes émotions. Donc, on vous encourage vraiment à vous former à l'écoute, parce que d'abord, cette écoute s'apprend, elle n'est pas naturelle. Nous, on a fait notre première formation à l'écoute ensemble il y a quelques années. Edith a poursuivi avec le conseil conjugal, mais voilà, en fait, moi, je me contente d'écouter ma femme, mes enfants, les personnes avec les personnes que je croise. Et puis, voilà, j'en vois vraiment au quotidien les bienfaits. Alors, on a évoqué quelques pistes sur l'écoute, mais aussi, bon voilà, comment soigner la parole, puisque la parole, eh bien, on l'a vu, c'est 7% dans la part de la communication. Très rapidement, on voudrait quand même rappeler qu'il y a certains termes qui peuvent être à éviter, du style injonction, il faut, on doit, ou t'as pas le choix, et ou les excès, voilà, comme
tu es toujours pendu à ton téléphone, etc. Ou même se méfier aussi d'ailleurs des injonctions ou des phrases doublement négatives, qui se veulent positives, mais qui en réalité sont quand même à connotation négative. Parce que la relation de qualité, eh bien, se vit aussi en pratiquant la gratitude. Faire exister l'autre avec les signes de reconnaissance positifs. Je reconnais chez toi telle valeur, telle qualité, tel don. Et on pourrait avoir tendance à oublier de dire d'abord tout ce qui va bien. Et on aurait peut-être dû aussi commencer par là. Bien finalement, c'est l'humour. Voilà, hommes et femmes, eh bien, il nous créa et il nous a créés et on n'a pas le même logiciel. Et donc ce logiciel qui est différent fait qu'on voit les choses et les événements de façon différente. Et bien en fait, avec l'humour, on arrive à désarmer un certain nombre de conflits. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, il y a un espace entre nous et en fait, c'est cette juste place de créativité, de surprise, d'improvisation, d'humilité beaucoup, d'humour, bref, et de joie et de place qu'il faut laisser à la vie. Par exemple, dans notre couple, on éteint souvent les débuts d'incendie grâce à l'humour, ce qui n'empêche pas de poser les choses et de parler sérieusement lorsqu'on a des désaccords. Mais pour nous, il y a 4 mots qui nous animent, hein, l'humour, l'admiration, la tendresse et la gratitude. Alors, ce qu'il faut retenir de cette 3e et dernière partie, eh bien, écouter, c'est un choix. Il est important de pouvoir faire un pas de côté et s'écouter soi aussi pour comprendre pourquoi cette situation parfois me fait surréagir. Ça va dire quelque chose de moi. Savoir se taire, garder ses temps de silence, et puis reformuler, se centrer sur ce que peut ressentir l'autre. Hein. Je te comprends, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec ce que tu vis, avec ce que tu dis. Et puis se faire aider si c'est trop difficile. C'est un chemin d'humilité, mais c'est vraiment un chemin qui fait grandir. Voilà, donc pour terminer cette partie, donc 3 questions. Comment se passe la communication dans notre couple? Qu'est-ce qu'une bonne communication pour moi? Comment je me sens écouté dans mon couple? Et que faisons-nous en cas de désaccord? On va passer aux ressources. Stéphane, si tu veux bien mettre les livres qui ont été nos références pour ce temps de conférence. On a vu que dans le fil de discussion, vous avez mis pas mal de références. Voilà le livre de René Cochard et puis aussi Yvon Dallaire, hein, qui sont ces couples heureux, hommes-femmes, ce que nous disent les neurosciences. C'est donc ces 2 livres qui m'ont pas mal inspiré. La joie de l'amour du pape François aussi. Il y a toutes ces références qui ont été mises. Et puis, on voulait aussi vous partager des outils, des sessions, des retraites qui sont proposées aux couples. Alors là, voilà, on parle du Clair Amour et Famille, mais il y en a d'autres hein, qui se font dans d'autres endroits. Là, j'attire votre attention spécialement pour ces 4 jours, aimer mieux, en présence d'un conseiller conjugal et d'un prêtre. Voilà, c'est du sur-mesure avec des entretiens conseil conjugal sous perfusion. Les couples en ressentent vraiment changé. C'est extrêmement riche. Voilà, il y en a un qui a eu lieu la semaine dernière, un autre qui aura lieu en juillet, un autre en novembre. Regardez sur le site du Clair. Et puis, vous avez aussi des week-ends sur 2 jours là, pour apprendre à communiquer en couple. Et pour conclure, eh bien, on s'est choisi grâce à nos différences hein, et parce qu'on s'aime et parce qu'on veut le bien de l'autre. Enfin, on s'est choisi grâce ou malgré nos différences. Et il ne s'agit pas de faire des concessions, mais d'agir pour le bien de l'autre parce que je l'aime. Et on aimerait finir avec vraiment la conclusion, la toute dernière phrase du pape François dans Amoris Laetitia, qui nous disait juste avant d'avancer par petits pas. Moi, je trouve que c'est important d'avoir ces petits pas, de ne pas viser trop haut. Hein. Cheminons, famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus.
ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. Merci pour votre écoute. Un grand merci à Edith et Laurent pour cette conférence très riche, très complète, hein, qu'il faudrait presque réécouter parce qu'il y avait énormément de choses sur cet amour au féminin et au masculin. Bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast sur le site de la Confédération nationale. Je regarde, est-ce que vous avez on a peut-être encore le temps, c'est parfait, il est 21h59, vous êtes tout à fait dans les temps. Donc, je n'ai pas de questions particulières. Peut-être une question sur le fait dans un couple où l'un des deux ne parle pas beaucoup, est-ce que vous avez peut-être une recommandation à nous donner pour justement nourrir cette relation? Déjà, dans un couple où l'un des deux ne parle pas beaucoup, peut-être qu'ils se sont connus sur ce mode-là, donc à questionner aussi. Et puis, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un silence soudain? Ça peut être aussi une question à se poser. Respecter le silence de l'autre, c'est pas simple, hein, parce que on a envie de communiquer et finalement il y a peut-être d'autres façons, comme disait Laurent, hein, sur notre façon de s'exprimer par d'autres gestes. Je pense en particulier au langage de l'amour, hein, dont parle Gary Chapman. Et bien voilà, il y a les services rendus, il y a tout ce, il y a aussi la patience, je dirais. Il y en a qui vont peut-être qui se taisent parce que l'autre prend trop de place. Parfois, ça peut être ça. Donc, peut-être interroger ça aussi. Et finalement, la parole n'est pas le seul vecteur. On peut s'écrire, on peut avoir d'autres sources de communication. Et des retraites peuvent aussi, des retraites, des sessions, ou des livres qu'on peut lire chacun de son côté, voilà, pour continuer cette communication qui n'est pas forcément faite de paroles. Une petite question quand même. Qu'entendez-vous, Laurent en particulier, par modérer le plexus? Ben, le plexus, il est là et en fait, quand on a un échange avec une personne, bien on peut être surpris par la parole. En fait, une personne vient nous voir, enfin, ou dans le couple, et puis en fait, on est tellement étonné par ce qui se dit, bien qu'en fait, de tout notre être, donc on parlait du paraverbal et du non-verbal, mais en fait, tout notre être va réagir. Et en fait, un des efforts que l'on peut essayer de faire, c'est justement de ne pas faire transparaître ces sentiments à travers cette communication non verbale et paraverbale, et donc modérer le plexus pour accueillir et du coup reformuler pour ensuite aller le rejoindre. C'est respirer un grand coup aussi, en fait, c'est détendre son corps, parce que ça se voit quand on est crispé, et voilà, c'est… respirer par le ventre. Ouais, c'est ça. Et alors, on le dit beaucoup avec les parents d'adolescents, hein, modérer le plexus, parce que les ados, ils cherchent, voilà, donc il faut aussi pouvoir montrer qu'on est costaud. Ben, dans l'écoute, c'est ça aussi. Peut-être une dernière question, en quoi l'estime de soi est-elle la base de l'amour? Eh bien, je peux faire un petit dessin au tableau, hein. J'ai accompagné un couple où en fait, ils sont connus très jeunes et ils sont construits sur ce modèle-là. Ils s'appuyaient l'un sur l'autre. Ils avaient une estime d'eux-mêmes assez fragile. Et puis, il y a un jour, au fil de temps, monsieur a pris pas mal d'assurance. Il a eu un job intéressant, enfin voilà, et donc il n'avait plus trop besoin de son épouse. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cassé la figure. En fait, voilà, elle pouvait plus compter sur son mari. Et lui, n'ayant plus la nourriture suffisante dans son couple, il est allé voir à l'extérieur. Voilà, il y a eu de l'infidélité dans leur couple. Ils sont venus me voir pour essayer de comprendre ce qui se passait. L'estime de soi, ça va faire
on va faire en sorte, en ayant une bonne estime de soi, qu'on est droit dans nos baskets, chacun, ou tu descends l'ordi, là, on est droit dans nos baskets, chacun, et que c'est ça qui va pouvoir nous permettre de construire notre couple et notre maison, de solidifier. En fait, et c'est ce qu'on dit souvent au clair, hein, quand on intervient dans les écoles, c'est avant d'être avec quelqu'un, soyez d'abord quelqu'un, parce que sinon, le risque, c'est d'en attendre trop de l'autre. Mais en même temps, le fait d'être en couple, ça va aussi, c'est vrai, hein, ça augmente l'estime de soi. Donc, il y a les deux, mais il y a quand même ce double mouvement de fusion et de diffusion. Il n'y a pas une estime de soi suffisamment bonne, il va y avoir un désir de fusion. Et quand il y a fusion, il y a confusion, et c'est assez risqué pour le couple. Merci beaucoup de cette réponse. Une dernière question. Est-ce normal que ce soit l'homme qui déclenche le premier pas vers l'acte sexuel? Est-ce normal? En matière de sexualité, il n'y a pas de normes. Et j'ai accompagné des couples où c'était madame qui demandait beaucoup. Alors c'est rare, faut reconnaître, c'est assez rare. Il n'y a pas de normes. On voyait que au niveau du cerveau de l'homme, eh bien, il est effectivement plus attiré, on va dire, et qu'en général, l'appétit vient en mangeant chez la femme. Donc, encore une fois, c'est pas une question de normes, mais c'est aussi un fonctionnement du cerveau, mais qui n'est pas systématique non plus. Voilà, il y a des femmes qui souffrent énormément parce que leur mari ne leur donne pas cette tendresse dont elles auraient besoin au niveau de leur relation intime. Alors, Oui, pardon. Non, mais je rajouterais peut-être aussi que, comme je le disais au début, en fait, c'est que le premier organe sexuel de l'homme, bah, sont ses yeux. Donc, voilà, ça peut aussi expliquer, en fait, un déclenchement assez rapide, finalement. Très bien. Alors, plusieurs personnes nous demandent de revenir sur les 7 points d'attention pour une bonne entente sexuelle. Donc, on ne manquera pas peut-être peut-être de communiquer ces conseils sur le site. On verra comment est-ce on peut vous retransmettre ces conseils qui ont effectivement été rapidement énoncés. De toute façon, vous avez ce podcast qui sera, je pense, dès demain disponible sur le site de la conférence nationale des AFC, la Confédération nationale des AFC. Je crois qu'on a dépassé le temps. Il n'y a plus de questions. Je voulais simplement remercier encore une fois Edith et Laurent pour cette conférence passionnante. C'était le regard d'un couple sur l'amour au masculin et au féminin. Nous avions eu le regard de la psychologue et de la thérapeute. Je vous donne rendez-vous le 25 mai pour le regard du prêtre. Quelles ressources spirituelles avons-nous en tant que couple? Notre vocation, c'est la sainteté. Quelle sainteté dans le couple? Je vous remercie tous de votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci Stéphane. Merci, Stéphane.